Un millionnaire s'est arrêté par hasard dans un restaurant en bord de route et a été stupéfait de se retrouver face à face avec sa femme et son fils, disparus depuis 10 ans. Ce qu'il a découvert par la suite l'a profondément bouleversé. « Voulez-vous plus de crème, monsieur ?» demanda le garçon, doucement mais clairement. Sa main posa la tasse de café sur la table si doucement qu'elle émit à peine un bruit. Elliot leva les yeux. Le garçon croisa son regard pas plus d'une seconde mais cette seconde le blessa profondément, comme une lame transperçant la mémoire. Elliot se figea. La tasse de café pencha dans sa main, renversant du liquide chaud au fond, bien qu'il ne le remarque même pas. Le regard du garçon baissa à nouveau, sa main posant le plateau sur la table dans un mouvement calme et pratiqué. Rien ne semblait sortir de l'ordinaire, sauf une chose. Ce regard. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Yeux ambrés foncés avec paupières supérieures légèrement tombantes. Les pupilles, rondes et profondes. Elliot avait vu ses yeux chaque matin, agenouillé près du lit pour lasser les chaussures d'un garçon de 3 ans. Son fils. 30 minutes plus tôt, Elliot Granta, homme d'affaires de 45 ans et président d'une importante société de médias, n'avait aucune intention de s'arrêter dans un endroit comme celui-ci. Son SUV a soudainement sursauté alors qu'il traversait une petite crête dans la campagne du Montana. Rien de sérieux. Mais il s'arrêta quand même, prudent comme toujours. Une faible lumière éclairait une vieille enseigne en bois, Silver Spoon Family Restaurant. Ouvert toute la nuit. Sa main hésita un instant sur la poignée de la porte. Puis il la poussait pour l'ouvrir. L'air à l'intérieur était chaud, mais immobile. Il y avait une odeur de ragoût et de tarte aux pommes. Une douce mélodie country était diffusée par une petite radio derrière le comptoir. Seuls 2 autres clients étaient assis tranquillement au fond, un couple de personnes âgées, mangeant sans parler ni même se regarder. La lueur jaune des plafonniers jetait un silence sur tout. Elliot s'assit à une table près de la fenêtre, ôta ses gants et commanda un café noir et du pain de viande. Il n'avait pas faim, mais il avait besoin de quelque chose pour maintenir son corps en forme. Et puis le garçon est apparu. Environ 16 ans, mince, cheveux bruns en bataille, portant un tablier bleu foncé. Il a apporté le café sans regarder le client dans les yeux. Mais au moment où sa main posa la tasse sur la table, leurs regards se croisèrent. À ce moment-là, ce n'était pas un soupçon. C'était l'instinct. Elliot le savait. Il ne comprenait pas comment ni pourquoi c'était possible, mais quelque chose au plus profond de lui insistait sur l'impossible. C'était Lucas. Le garçon baissa légèrement la tête, puis se détourna comme si de rien n'était. Ses pas ralentirent d'un demi-temps tandis qu'il marchait, même si lui aussi avait ressenti quelque chose. Mais il n'a pas regardé en arrière. Un léger bruit provenait de la cuisine. Elliot se retourna. Une femme est sortie de derrière le rideau en plastique. Cheveux tirés en arrière. Les épaules affaissées par la fatigue. Elle tenait un torchon dans ses mains fines, chaque mouvement étant délibéré, lent. Il regarda de plus près. Sa poitrine se serra. Ses yeux ne quittaient pas son visage. Plus vieux maintenant. Plus mince. Porté. Mais c'était un visage qu'il ne pouvait pas oublier. Elle leva les yeux, juste au moment où la lumière du plafond éclairait ses cheveux noirs, et leurs regards se croisèrent. Le temps s'est arrêté. Ses yeux s'écarquillèrent. Ses doigts serraient la serviette. Sa bouche s'ouvrit, comme pour prononcer son nom. Puis refermée. Elle se retourna et disparut derrière le rideau de la cuisine. Elliot se leva d'un bond. Sa chaise tomba sur le sol derrière lui. Personne d'autre dans le restaurant n'a réagi. Sauf le garçon, qui se tient maintenant près de la caisse. Il jeta un coup d'œil à Elliot, puis détourna rapidement le regard. Elliot se dirigea vers le comptoir. Une jeune femme l'essuyait, probablement une autre employée, pas beaucoup plus âgée que le garçon. « Où est la femme qui était là tout à l'heure » demanda-t-il d'une voix basse mais claire. Elle leva les yeux en fronçant les sourcils. « Tu parles de celle de la cuisine » Elle était fatiguée. Elle est allée se coucher. Quel est son nom? Je ne sais pas, Lena peut-être? Ou Lina. Elle ne parle pas beaucoup. Elliot resta là quelques secondes en silence. Puis il a posé de l'argent sur le comptoir et est sorti. L'air froid lui gifla le visage alors qu'il poussait la porte. Il se tenait dehors, sans se diriger vers sa voiture pour l'instant. Il regarda le restaurant, sa lumière jaune brillant faiblement à travers le verre dépoli. 10 ans.
Un divorce qu'il avait cru autrefois réel. Une disparition qu'il s'était forcé à accepter. Mais maintenant, les vieux morceaux brisés commençaient à se reconstituer. Si c'était Lena. Si c'était Lucas. Qui avait menti? Et pourquoi? Le vent emportait l'odeur de tarte aux pommes depuis la bouche d'aération de la cuisine. Mais il ne le sentait plus. Elliot se dirigea vers sa voiture, la main agrippée à la poignée de la porte, le cœur en émoi. Comme si c'était il, pas le véhicule, qui venait de dérailler. Elliot est revenu au restaurant à 7 heures du matin. Le ciel était encore gris comme la nuit précédente, mais une légère neige était tombée, recouvrant le toit en bois d'une fine couche. À l'intérieur, l'endroit était calme, presque vide. La musique country jouait toujours. Mais aujourd'hui, on aurait dit que ça venait de loin. Le garçon n'était plus là. Ce n'était pas non plus la femme aux yeux qui l'avait tenu éveillé toute la nuit. Il n'y avait qu'un nouveau membre du personnel, un homme d'âge mûr, qui essuyait le comptoir. Probablement le propriétaire. Elliot commanda un café et s'assit au même siège qu'avant. Il n'a posé aucune question quand la boisson lui a été apportée. Il n'a prononcé qu'une seule phrase. Où était la famille qui travaillait en cuisine hier? L'homme haussa les épaules. La mère et le fils n'ont pas laissé un mot. Ils ont tout simplement disparu. Honnêtement, nous étions un peu surpris. Mais à vrai dire, il restait toujours discret. Mon avis? Il ne voulait pas être retrouvé. Elliot n'insista pas davantage. Il resta quelques minutes de plus, regardant à travers la vitre embuée la route enneigée. Puis il s'est levé et est parti. Ses pas étaient lents, mais son esprit avait déjà commencé à s'emballer. De retour à l'hôtel, il ferma la porte de sa chambre, ôta son manteau et alluma la petite cheminée. Sa main ouvrit l'ordinateur portable et ouvrit la boîte de réception des emails professionnels. Mais ses yeux se posèrent sur le vieux sac en cuir posé sur la chaise voisine. À l'intérieur de ce sac se trouvaient des choses qu'il n'avait pas touchées depuis très longtemps. Il l'a dézippé. J'ai sorti un dossier usé, les bords légèrement effilochés. Lena Grant au dossier de divorce. Il le feuilleta, page par page, comme un homme cherchant une odeur, un souvenir dans la poussière. Page 4. La demande de divorce, date, motif, contenu, puis la signature. Signé, Elliot Grant. Il le regarda fixement. L'écriture était familière. Mais ce n'était pas le sien. Le « G » manquait de la détermination habituelle. L'orientation qu'il avait toujours conservée dans sa signature n'était tout simplement pas là. C'était une bonne imitation. Convaincant, même. Mais cela n'a pas pu tromper le véritable propriétaire. Il a sorti son téléphone et a composé un numéro. Avery Choi, son avocat personnel, qui a travaillé avec lui pendant plus de 10 ans. Avery, as-tu toujours la copie numérique de mon dossier de divorce? Bien sûr. C'est dans nos archives internes. Que se passe-t-il? Envoyez-le-moi. Joignez la version originale numérisée avec la signature. Avery hésita. Je me souviens très bien de ce dossier, Elliot. Nous l'avons fait vérifier et authentifier. Tout était en règle. Vous l'avez signé le 8 juin, n'est-ce pas? Non, dit Elliot. Je n'ai jamais posé mon stylo sur ce papier ce jour-là. Envoie-moi la copie. Maintenant. Il a raccroché. En attendant, il a ouvert son ordinateur portable et s'est connecté à un ancien compte de messagerie, qu'il n'avait pas utilisé depuis plus de 10 ans. C'était la boîte de réception qu'il utilisait pour échanger des messages avec Lena, avant que tout ne s'effondre. Le mot de passe était le même. Intact. Dans le dossier intitulé « Famille », il ne restait que 5 emails. Il a ouvert le premier. C'était une photo de Lucas à l'âge de 2 ans, souriant jusqu'aux oreilles. Dans la cuisine derrière lui se trouvait Lena. Ses cheveux en bataille, de la farine sur sa chemise. Son sourire est faible, mais réel. Il a zoomé. Concentré sur la main gauche de Lucas. Il y avait une petite tache de naissance sur son poignet. Elliot resta assis un moment, la main posée sur l'écran. Juste au-dessus de la cible. Hier soir, le petit garçon au restaurant avait la même tache de naissance. Il n'avait plus de doute. Il en était certain. Ping. L'email d'Avery est arrivé. 6 juin, le PDF du dossier de divorce. Elliot l'ouvrit immédiatement. La dernière page.
La ligne de signature. Encore. Ce n'est pas sa signature. Fermé. Mais pas le sien. Il a attrapé son portefeuille. Il a sorti son permis de conduire. J'ai comparé les signatures. La différence était claire. Il ne pouvait plus rester assis. Il a enfilé sa veste et a attrapé ses clés de voiture. Le bâtiment des archives d'état civil du comté de Livingston se trouvait au bout d'un chemin de gravier rouge, à 16 km de la ville. L'ancien bâtiment avait des portes en verre dépoli et dégageait l'atmosphère chaleureuse et défraîchie d'une ancienne salle d'attente de gare. Des portraits d'anciens greffiers du comté ornaient les murs derrière un comptoir en bois. Un homme aux cheveux argentés, vêtu d'une chemise et d'un gilet en laine, était assis à un bureau. Une plaque en plastique indiquait « Mark Reyes ». J'ai besoin de voir l'acte de divorce d'Elliot et Lena Grant. L'archive officielle. Est-ce possible? Mark leva les yeux, une pointe de méfiance dans le regard. Pourquoi? Je suis partie prenante du dossier. Mark hocha légèrement la tête. Il ouvrit un tiroir en bois et commença à fouiller. Quelques minutes plus tard, il déposa un mince dossier sur le bureau. Elliot ne se précipita pas. Il l'ouvrit, tourna les pages avec précaution, atteignit la section des signatures, puis déposa son propre exemplaire à côté de celui archivé. Première divergence, les signatures ne correspondaient pas. Deuxièmement, le numéro de série du notaire a été surimprimé, pas à l'encre d'origine. Troisièmement, le timbre circulaire rouge ne comportait pas de numéro d'identification d'enregistrement, ce qui est pourtant légalement requis. Elliot regarda Mark. Avez-vous toujours la déclaration de dépôt originale? Mark fronça les sourcils, ouvrit lentement un autre tiroir et en sortit une feuille de papier jauni. En haut, le nom du premier déposant, Graham Grant. Son frère. Pas Elliot. Pas Lena. Quelqu'un qui n'a aucun droit légal de signer en leur nom. Elliot ferma le dossier et se leva. J'aurai besoin d'une copie complète. Quel que soit le prix, je paierai. Mark hésita, puis hocha la tête. Je n'ai jamais vu un disque pareil. Franchement, ça a l'air bizarre. Elliot n'a pas répondu. Il a pris les papiers et est sorti. Dehors, la neige tombait plus fort. Mais cette fois, Elliot n'a pas ressenti le froid. La confusion en lui avait disparu. Ce qui l'a remplacé, c'est la suspicion, qui s'est transformée en colère. Une sorte de colère calme et constante, celle qui surgit lorsqu'un homme réalise qu'il a été manipulé par les personnes même en qui il avait autrefois confiance. Et il savait que ce n'était que le début. Le sceau rouge sur les papiers a empêché Elliot de dormir toute la nuit. Il était assis seul au petit bureau en bois de sa chambre d'hôtel, feuilletant les copies des documents que Mark Reyes lui avait donnés. Au-delà de la signature erronée et des dates étranges, un détail est ressorti. Une déclaration de résidence temporaire jointe à une facture de service public, exigée par le bureau du comté au moment où le dossier de tutelle de Lena était en cours d'examen. Mais la facture était au nom de quelqu'un d'autre, Carol Mendez. L'adresse se trouvait dans une petite ville du sud, à environ 2 heures de route. Elliot a vérifié la carte. Un lieu presque effacé des cartes modernes, Barlow Point. Il n'en avait jamais entendu parler. Mais avec le peu qu'il avait, c'était la seule piste. Le lendemain matin, la neige avait diminué. Le ciel était d'un gris terne. Elliot a rassemblé les documents, est monté dans sa voiture et s'est dirigé directement vers le sud. Barlow Point ressemblait à une vieille dalle de pierre, silencieuse, usée par les intempéries et peu accueillante. Petite maison en bois, pelouse sèche en hiver. Pas d'enseigne de magasin. Pas de station-service. Il s'arrêta devant une maison bleue délavée, correspondant à l'adresse indiquée sur la vieille facture. La clôture en bois était tordue, bien que récemment réparée. Les fenêtres étaient hermétiquement fermées, de fins rideaux blancs tirés. Il tenait dans sa main une enveloppe contenant des documents, des copies de la facture, une vieille photo de Lena et sa carte de visite. Il a frappé 3 fois. Silence. Elliot recula légèrement, juste assez pour ne pas paraître trop en avant. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit. Une femme se tenait à l'intérieur. Cheveux gris soigneusement tirés en arrière, vêtue d'un pull épais, un torchon à la main. Elle l'examina de la tête aux pieds, sans dire un mot. Je m'appelle Elliot Grant. Désolé de vous déranger. Je cherche une personne nommée Lena. Lena Grant. Son expression a changé au moment où elle a entendu le nom.
Pas exactement de la peur, mais de la tension. La tension se fit sentir sur son visage. Sa main serrait la serviette. Je ne connais personne de ce nom. Vous vous trompez d'adresse. Vous êtes Carol Mendez, n'est-ce pas? Elle n'a pas répondu. Elliot sortit lentement une photo de l'enveloppe ou une photo de Lena et Lucas, découpée dans un tirage plus grand et délavé. Il la lui tendit. Voici mon ex-femme. Et voici mon fils, Lucas. Ils ont disparu de ma vie depuis plus de 10 ans. Mais je crois que tu les connaissais. Je crois qu'ils vivaient à cette adresse. Je ne suis pas ici pour blâmer qui que ce soit. Je veux juste la vérité. Elle a regardé la photo. Ses yeux se sont arrêtés sur l'enfant. Un long moment de silence. Puis elle se retourna et entra, sans dire un mot de plus. Elliot ne savait pas s'il devait suivre ou attendre. Mais quelques secondes plus tard, elle a crié de l'intérieur. Entrez, mais fermez la porte derrière vous. Il y a un courant d'air. L'intérieur de la maison était simple mais propre. L'odeur de menthe et d'huile de pain flottait dans l'air. Sur l'étagère se trouvaient quelques livres de médecine et d'histoire, ainsi que de vieux cadres photos. Aucune photo d'enfant. Carol versa du thé chaud et posa les tasses sur la table. Elle s'assit sur la chaise en face de lui et se pencha en arrière. Lena n'est pas morte. Mais pendant un temps, elle pensait que c'était le cas. Pas à cause d'un accident ou d'une maladie. Mais parce qu'elle avait été brisée. Elliot n'a pas interrompu. Carol laissa échapper un soupir. Je suis infirmière. Je travaillais alors au centre psychiatrique du comté. Lena a été amenée. En mauvais état. Mais pas parce qu'elle était malade. Parce que quelqu'un voulait qu'elle le soit vue comme malade. Cette phrase a frappé comme un verrou coulissant sur une porte verrouillée. Quand l'as-tu rencontrée? Demanda Elliot. Août. Il y a 10 ans. Elle a été admise par un homme. Il a dit qu'il était son mari, Graham Grant. Documents judiciaires, signatures appropriées, cachet rouge officiel. Mais quand je l'ai regardé dans les yeux, je savais que quelque chose n'allait pas. Le regard de Carol quitta son thé. Elle n'était pas délirante. Elle n'était pas agitée. Juste effrayée. Comme quelqu'un qui est traqué. Elliot sentit un frisson lui parcourir le dos, même si la pièce était assez chaude. Tu crois que Lena a été forcée à le faire? J'en suis certain. Mais à l'époque, je ne pouvais rien faire. Nous n'étions que du personnel médical. Ils sont venus avec les papiers. Les signatures. Résultat des tests. Tout semblait légitime. Elle s'arrêta, sa voix plus douce maintenant. Elle m'a dit une chose, une seule fois. Pendant que je changeais le bandage de sa main. S'il la prend, il ne me croira pas. Il était moi. Oui. Lena pensait que tu prenais le parti de ta famille. Parce que quand elle a crié à l'aide. Le premier à la repousser fut votre cousin Graham. Elliot s'est penché en arrière sur sa chaise. Chaque mot qu'elle prononçait était une coupure dans un vieux souvenir. Après ça, que s'est-il passé? Carol resta silencieuse un instant. Puis elle dit. Je l'ai aidé à s'échapper. Je sais que c'était contre les règles. Mais si je n'avais pas, elle aurait disparu pour de bon. J'ai utilisé mon nom pour louer un logement temporaire. Elle l'a caché avec le bébé là-bas pendant une semaine. Puis, ils sont partis. Je ne sais pas où ils sont allés. Elliot serra les poings. Il pensait à tous les appels restés sans réponse. Les lettres sont revenues, affranchi destinataire inconnu. Je suis désolé de ne pas l'avoir cru, a-t-il dit. Carol le regarda, ses yeux désormais plus doux. Ce n'était pas ta faute. Elle ne t'a jamais détesté. Elle avait juste peur. Ton silence serait ce qui la tuerait. La pièce devint silencieuse après les paroles de Carol. Pas seulement silencieux toujours. Le genre de silence qui ne remplit pas seulement l'espace. Il a appuyé dessus. Même le tic-tac de l'horloge sur le mur semblait hésiter. Elliot s'appuya doucement contre le dossier de la chaise. Comme si son corps s'était soudainement souvenu du poids qu'il avait porté toutes ces années. Sa gorge brûlait. Pas à cause d'une maladie. Pas vraiment par émotion. Mais comme la chaleur sèche qui persiste après avoir traversé une pièce enfumée. C'était comme s'il était entré dans un rêve où rien n'allait vraiment bien.
Et personne ne l'avait prévenu qu'il rêvait. Ses yeux tombèrent vers le sol. Mais son esprit avait déjà reculé. 10 ans, en un clin d'œil. Il a vu l'appartement à Washington. La tension silencieuse qui s'était installée dans les murs bien avant qu'elle ne disparaisse. Et puis, ces soirs-là, en rentrant du travail. Les mains pleines de plats à emporter ou de produits d'épicerie. Clés tournant dans la serrure. Et cette connaissance instantanée. Aucun bruit de Lena fredonnant dans la cuisine. Aucune odeur d'ail ou de romarin dans l'air. Pas un petit bruit sourd des pieds de Lucas contre le sol du couloir. Seulement le silence. Et maintenant, pour la première fois, il comprenait ce que ce silence avait signifié. Alors qu'il arrivait en courant, les bras tendus, en criant « Papa ». Juste le silence, juste le froid. Il se souvenait du son de sa voix dans ces pièces vides trop fortes, trop désespérées au l'appelant par son nom alors qu'il savait déjà qu'elle n'était pas là. Les messages vocaux restaient sans réponse, les mots soigneusement choisis qui n'obtenaient jamais de réponse. Plus tard, dans cet appartement exigu sous les toits de New York, où les tuyaux claquaient et où le vent s'infiltrait par les fentes des fenêtres, il était resté éveillé la nuit, fixant le plafond, répétant les mots comme un mantra, encore et encore. Elle est partie parce que c'était son choix. Comme si le répéter suffisamment de fois le rendrait moins douloureux. Mais personne ne choisit d'être effacé du monde ainsi. Avait-elle peur de moi, demanda Elliot. Carole secoua lentement la tête. Non. Mais elle croyait que tu ne la croirais pas, et ça faisait plus mal que la peur. Elliot resserra son étreinte. Sa voix baissa, se stabilisant. Et Graham? Est-il venu la chercher? Pas directement. Mais des gens ont posé la question. Un homme en costume et une femme blonde. Ils n'ont pas donné leur nom, ils ne sont venus qu'une fois après le départ de Lena. J'ai menti en leur disant qu'elle était entrée au Canada. Ils ne sont jamais revenus. Elliot l'avait gravé dans sa mémoire, des cheveux blonds. Ça aurait pu être l'assistante personnelle de Graham à l'époque, Candice. Celle qui prétendait toujours ne rien savoir des affaires privées. Il sortit une carte de visite de la poche de sa veste et la posa sur la table. C'est mon numéro. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit, du moindre détail, appelez-moi. Carole hocha la tête et prit la carte. Tandis qu'Elliot se levait pour partir, elle ajouta d'une voix grave. Si tu la revois, ne la force pas à s'excuser. Elliot s'arrêta un instant, puis s'inclina légèrement, non pas comme une promesse, mais comme une acceptation silencieuse. Elliot suivit la trace d'un bout de papier froissé, glissé dans le vieux dossier de demande d'aide au logement que Lena avait utilisé. Un petit dossier qu'il avait trouvé aux archives locales, grâce à un tuyau de la libraire. Sur la dernière page, il y avait une note manuscrite, l'encre violette maculée d'eau. Fiona Lang a confirmé que Lena s'occupait de son fils. Artiste indépendante. Café, The Yellow House, Wexler. Wexler, une petite ville artistique connue pour sa communauté de peintres indépendants et ses spectacles étudiants du week-end. Elliot n'y était jamais allé, mais le nom de Fiona Lang a rappelé les derniers mots de Carole. Lena est toujours en vie. Mais elle vit comme si personne n'était censé savoir qu'elle existe. Wexler se trouvait à près de 2 heures de route de Barlow Point, serpentant à travers de basses collines et des bois aux branches nues. Elliot arriva dans l'après-midi. Le ciel était couvert, la lumière terne et pesante, comme si elle portait le poids de souvenirs qui persistaient quelque part parmi les boutiques fermées et les ruelles étroites. Le Yellow House Café se trouvait au bout de la rue principale. Toit en tuiles brunes, cadre en bois jaune, carillons éoliens oscillants et une ardoise à l'entrée. Spectacle de guitare pour étudiants à 17h, entrée gratuite. Elliot se gara au bord du trottoir et pénétra dans un espace chaleureux, imprégné d'odeurs de viennoiserie, de café et de voix chuchotées. Il choisit un siège au fond, serrant toujours l'enveloppe contenant le dossier dans son manteau. Il ne savait pas vraiment qui il espérait voir, Lena ou Lucas. Et puis la guitare a commencé. Lucas était assis au centre de la scène. T-shirt noir, jean, les cheveux lui caressant la nuque. Il accordait ses cordes, la tête légèrement penchée. Point n'était besoin de présentation. Elliot savait que c'était Lucas non pas à son visage, mais à ses gestes. Sa façon de baisser la tête, concentrée. La façon dont son épaule gauche se soulevait lorsqu'il tenait la guitare. Exactement comme Elliot l'avait fait à 20 ans. Il a commencé à jouer. Pas de regard vers la foule. Pas de recherche de réconfort. Juste le son des cordes brutes, chaleureux,
un peu hésitant au début, puis trouvant un rythme régulier. La chanson était originale. Des paroles simples. Un refrain qui résonnait. Une route sans nom. Une colline sans maison. Tu m'as demandé. Est-ce que quelqu'un attend? À la fin de l'hiver. Quelques spectateurs inclinèrent doucement la tête au rythme de la musique. Elliot ne pouvait détacher son fils des yeux. Un sentiment étrange monta en lui, à la fois fierté et douleur, comme s'il regardait un inconnu s'éloigner, emportant avec lui un morceau de son cœur. Le garçon termina la chanson sans fanfare. Sans archet. Il posa simplement la guitare et quitta la scène par une porte latérale. Elliot se leva et sortit rapidement par l'arrière du café. Dehors, la ruelle était froide. Lucas marchait vers le bout de la rangée de bâtiments. Elliot a crié. « Lucas ?» Il s'arrêta et se retourna. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent. Il n'y eut aucune surprise, seulement une reconnaissance. Lucas parla le premier, d'une voix ferme, ni haute ni basse. « Je sais qui tu es. » Elliot ralentit, sa voix tremblante. « Fils. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Ne t'approche plus de ma mère. » Une phrase simple. Sans colère. Mais tranchante comme la glace. Lucas soutint son regard exactement 3 secondes de plus, puis se détourna. Ses pas n'étaient pas précipités, mais ils étaient fermes. Il ne se retourna pas. Elliot resta figé. Son cœur ne se brisa pas. Il se relâcha, comme une corde cassée. Silencieux. Il retourna vers le café mais n'y entra pas. Il s'appuya contre la porte, essayant de reprendre son souffle. Elliot venait juste de commencer à se détourner de la porte du café lorsqu'une douce voix féminine parla derrière lui. « Tu es Elliot Grant, n'est-ce pas ?» Il se retourna. C'était une femme d'âge mûr aux cheveux roux foncés, vêtue d'un manteau de laine verte et tenant un carnet. Son visage ne m'était pas inconnu, mais son regard était circonspect. « Je suis Fiona Lagne, la gérante de cet établissement. Je vous ai vu aux informations il y a quelques années, en train de donner une conférence. Mais honnêtement, je vous ai reconnu grâce à une photo que Lena conserve encore. » Elliot se figea, puis hocha lentement la tête. « Tu la connaissais ?» Fiona jeta un coup d'œil autour d'elle, puis s'approcha un peu plus, sa voix plus basse. « Oui. Pas très bien. Mais je l'ai engagée pour illustrer quelques affiches pour la ville. Elle était discrète. Gentille. Elle ne causait jamais de problème. Les gens d'ici respectaient ça. » Elliot hésita un instant. « Sais-tu où elle vit maintenant ?» Fiona leva les yeux vers lui. Son ton n'était pas dur, mais il était indéniablement ferme. « Je le sais. Mais si vous êtes ici pour lui demander pourquoi elle est partie, alors vous arrivez 10 ans trop tard. » Elliot déglutit difficilement, son regard baissant. « Je ne suis pas là pour l'accuser. Je veux juste comprendre. » Le ton de Fiona s'adoucit légèrement. « Lena vit toujours en ville. Elle peint toujours. Elle élève Lucas seul. Personne ne les dérange. Et si tu veux vraiment faire quelque chose de bien, ne lui donne pas l'impression d'avoir été retrouvée. » Elle s'arrêta quelques secondes, puis lui déposa doucement un petit bout de papier dans la main. Une adresse pour une petite galerie en bordure de ville. Elle n'a plus besoin de se cacher. Mais elle a toujours besoin de paix. Après avoir dit cela, elle se retourna et entra. Elliot resta là quelques minutes encore, sur le trottoir. Les dépliants du programme flottaient à la surface. L'un d'eux montrait Lucas tenant sa guitare, le visage penché vers la lumière au lointain, immobile et empreint de silence. Il prit le dépliant, le plia en deux et le glissa dans sa poche. Ce soir-là, Elliot ne retourna pas à l'hôtel. Il resta assis dans sa voiture, garée à l'orée du bois, juste à l'extérieur de la ville, d'où il pouvait apercevoir le toit vert et silencieux de la maison où vivaient Lena et Lucas. Il n'est pas entré. Il n'a pas appelé. Il est resté assis là, les mains agrippées au volant, le front légèrement appuyé contre la vitre. À l'intérieur de la voiture, tout était calme. Comme entre lui et son fils, à cet instant, seul le silence régnait. Elliot s'arrêta sur le chemin de terre à l'entrée de Wexler Town. L'après-midi touchait à sa fin. Le vent filait entre les maisons silencieuses au toit bas, bruissant à travers une rangée d'érables nus. La maison devant lui était simple. Gris patiné par le temps.
La peinture de briques blanches s'écaillait par endroits. Un auvent en tôle ondulé pendait au-dessus de la porte, où une vieille chaise en bois côtoyait quelques pots de fleurs séchées. Il n'y avait pas de sonnette. Juste un petit panneau en bois pendu de travers près du cadre de la fenêtre, sur lequel était peint un moineau perché sur du fil barbelé. Elliot resta immobile un instant. Sa main se resserra légèrement autour du dossier qu'il avait porté tout ce chemin, copie de dossier falsifié, documents falsifiés, signature falsifiée. Et tout au fond, une vieille photo de Lena et Lucas prise dans la cuisine. La lumière du soleil brouillait sa vue, mais elle était suffisamment claire pour lui faire mal à la poitrine à chaque fois qu'il la voyait. Il prit une grande inspiration et frappa 3 fois. Pas de réponse. Il s'approcha et colla son oreille contre la porte. De l'intérieur, faiblement, il pouvait entendre de la musique classique, teintée de jazz et le doux grincement d'un pinceau sur la toile. Il a frappé à nouveau. Cette fois, des pas s'approchèrent. Lentement. Suivi du léger bruit d'un loquet qu'on soulève. La porte s'est ouverte. Lena se tenait là. La lumière derrière elle se répandait vers l'extérieur, éclairant la moitié de son visage. Ses cheveux étaient attachés à la hâte, quelques mèches effleurant sa joue. Elle portait un vieux pull, la main tachée de peinture bleu pâle. Elle avait des cernes sous les yeux et elle n'était pas maquillée. Mais ce qui a stupéfié Elliot n'était pas à quel point elle avait changé. C'était le silence absolu dans ses yeux. Pas de choc. Pas de peur. Pas de bonheur. Juste de l'épuisement. Je me doutais bien que tu finirais par revenir, dit doucement Lena. Tu le savais. Lucas me l'a dit après le spectacle. Il ne pouvait pas le cacher, c'était dans son regard. Elliot déglutit difficilement. Il n'était pas habitué à cette distance, celle qui avait été sa femme et qui se tenait maintenant comme une porte à moitié fermée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, a-t-il dit. Je jure que je n'ai jamais rien accepté. Je n'ai jamais rien signé. Lena le regarda quelques longues secondes. Puis elle recula d'un demi-pas, sans toutefois ouvrir davantage la porte. Tu étais parti 2 mois. Et à ton retour, j'avais disparu. Et pendant 10 ans, pas un mot de toi. Aucun signe de ta part. Je pensais que tu étais complice, ou pire, indifférent. Elliot secoua la tête et fit un pas prudent en avant. J'ai appelé. J'ai écrit. Mais tout est revenu. Aucune réponse. J'ai été coupé. Moi aussi, dit Lena en esquissant un léger sourire, sans la moindre trace de moquerie. Quelqu'un a contrefait ma signature. Le diagnostic psychose postpartum était signé de la main de Graham. Chacun de mes pas était surveillé. Chacun de mes mots était remis en question. Votre cousin a transformé ma vie en piège. Elliot se mordit la lèvre, puis tendit lentement une pile de papiers. Je les ai trouvés. Pas pour prouver quoi que ce soit. Juste, pour recommencer. Lena ne les prit pas. Elle les regarda brièvement, puis secoua doucement la tête. Ils ne m'enlèveront rien des épaules. Car ce que j'ai perdu, ce n'était pas seulement une signature. C'était du temps. De la confiance. Une vie entière qui m'a été volée. La gorge d'Elliot se serra. Son regard dérivait vers la pièce derrière elle, des murs en bois recouverts de tissu, un grand chevalet et une peinture encore en cours. Un oiseau blanc, prisonnier d'une cage, empêtré dans des lianes. Il murmura presque, tu peins toujours. Lena fit un léger signe de tête. Je ne peux pas m'arrêter. C'est la seule façon de rester ici. Elle recula légèrement, comme pour fermer la porte. Elliot comprit le signal, mais les mots lui échappèrent quand même. As-tu déjà pensé, et si tu essayais de m'appeler, juste une fois de plus? Oui, oui, dit-elle. J'y ai réfléchi. Puis j'ai arrêté. Parce qu'à chaque fois que tu ne répondais pas, une partie de moi mourait. Elliot baissa la tête, la voix rauque. Je suis désolé. Un long silence suivit. Finalement, Lena expira. Sa voix était plus douce, mais pas douce. Je n'ai pas besoin de tes excuses. J'ai besoin que tu comprennes. Les choses ne peuvent pas redevenir comme avant. Lucas n'est plus l'enfant dont tu te souviens. Et je ne suis plus la femme qui attendait à la porte chaque soir où tu rentrais tard. Elliot fit un pas en arrière. Mais je n'abandonne pas. Je ne suis pas venu ici pour récupérer qui que ce soit. Je suis venu parce que j'avais besoin de savoir que tu étais toujours en vie.
Et comment tu as vécu? Lena le regarda longuement. Puis elle murmura, à peine audible. J'ai vécu. Même si parfois, c'était juste pour survivre. Elle posa sa main sur le bord de la porte. Vas-y. Aujourd'hui, ça suffit. La porte se referma. Aucun bruit de serrure. Mais Elliot Newsome le savait, certaines portes n'ont pas besoin de verrou. Elles sont maintenues fermées par un passé jamais guéri. Il resta là quelques minutes encore, le vent froid glissant le long de son col. Sur le chambranle de la porte, une trace de peinture verte s'accrochait au bois, laissée par la main de Lena lorsqu'elle l'avait touchée. Elliot tendit la main et l'effleura du bout des doigts. Puis il se retourna, descendit le porche et ne regarda plus en arrière. Il n'en avait pas besoin. Car désormais, la seule chose qui comptait, c'était ce qu'il attendait. De retour en ville, Elliot ne rentra pas directement chez lui. Il loua un petit appartement au dernier étage d'un vieil hôtel de Midtown. Du balcon, il voyait une rangée de tours bancaires illuminées. Tout semblait pareil, tout sauf lui. Il savait que cette fois, il n'était pas seulement confronté à Graham. Il était confronté à tout un système. Un système qu'il avait autrefois protégé, et avait enterré la femme qu'il avait aimée. Il choisit une chambre modeste près de Chelsea, dans le quartier même où Lena avait autrefois son atelier d'art à l'école. La pièce était silencieuse, presque aucun bruit. Seul le froissement du papier, le claquement des clés et le roulement régulier des dossiers qu'Avrichaud, son ancien avocat personnel, lui avait livrés après 2 jours de fouilles. Elle était assise en face de lui. Son visage était plus net, plus anguleux. Vêtu d'un tailleur simple, ses cheveux soigneusement relevés. Mais son regard n'avait pas changé, calme, posé, observant toujours tout avec une précision tranquille. Je m'en doutais depuis longtemps, dit Avery en dépliant une feuille de papier devant Elliot. Graham est l'héritier direct. Il était autorisé à représenter l'entreprise pendant votre absence. Il a utilisé une procuration temporaire pour que tout paraisse légal sur le papier. Et moi, demanda Elliot. Personne ne m'a demandé. Graham a affirmé que vous étiez mentalement instable. Vous aviez besoin de vous éloigner du stress familial. Ils ont dit que vous n'étiez pas dans le bon état d'esprit pour gérer un divorce. Elliot laissa échapper un rire bas et amer. Alors ils m'ont fait passer pour un fou, juste pour me priver de ma voix. Juridiquement parlant, oui. Avery sortit un document plus épais de son dossier. Autorisation de tutelle de Lena. Signé par Graham Grant. Votre nom n'y figure pas. Cette demande a été approuvée exceptionnellement rapidement en moins d'1 semaine. Motif invoqué, risque d'atteinte à la réputation de la famille en raison des troubles mentaux postpartum de son épouse. Elliot frappa la table de sa main. Et qui l'a approuvé? Le juge Douglas Meyer. Il est maintenant à la retraite. 2 jours plus tard, Elliot se tenait devant un appartement au bord du lac, la maison de retraite du juge Meyer et de sa femme. L'homme qui ouvrit la porte était mince, aux cheveux argentés, au visage sévère. Son regard scruta Elliot un long moment. Je n'ai plus aucune autorité, a-t-il déclaré. Cette affaire est close depuis longtemps. Mais ce n'est pas fermé pour ma femme. Ni pour mon fils. Meyer le regarda, ses sourcils se fronçant légèrement. Elliot Grant, votre frère était très persuasif. Et votre père, Henry Grant, était un homme qui ne voulait pas de scandale. Elliot se figea. Alors tu l'admets? J'avoue avoir subi des pressions. La pétition a été déposée par Graham. Le dossier médical provenait du médecin de famille. Et il y a eu un appel téléphonique de Henry. Elliot resta immobile. Sa poitrine était glacée. Meyer se dirigea vers la fenêtre. Vous savez pourquoi les gens sont si facilement manipulés dans des cas comme celui-ci? Elliot ne dit rien. Parce que personne ne pense que sa propre famille ferait quelque chose comme ça. Il se retourna, ses yeux n'étaient plus en colère, juste fatigués. Si Lena était encore en vie, je voudrais m'excuser. Quant à toi, prépare-toi. Parce que si tu commences à fouiller dans les affaires de ceux qui veulent t'enterrer ça, ils ne resteront pas les bras croisés. Ce soir-là, Avery envoya à Elliot un document scellé, le compte rendu d'une réunion d'urgence du conseil d'administration cette année-là, alors qu'Elliot était en Suisse. Graham Grant, son cousin fils de l'oncle aîné, avait succédé à Elliot pendant 8 semaines. Durant ces 8 semaines,
il avait accompli deux choses, consolider les actions de l'entreprise sous son contrôle et effacer le nom de Lena de tous les registres internes. Elliot était assis seul sous la faible lumière, écoutant la voix de Graham résonner à partir d'un enregistrement d'une réunion interne qu'Avery avait secrètement enregistrée l'année précédente. On ne peut pas laisser une fille ordinaire mettre en péril l'entreprise. Lena est un boulet. Elliot est aveuglé par l'amour. Si on ne les sépare pas maintenant, on n'aura pas d'autre chance. Une autre voix a demandé, « Es-tu sûr qu'Elliot ne le découvrira pas ?» Graham a répondu, « Quand il le fera, il sera trop tard. Et si je dois le faire, je dirai que j'ai fait ce qui était le mieux pour lui. » Elliot ferma le dossier. Il se leva. Pour la première fois, il ne se sentait plus seul. Car la douleur s'était transformée en force. Et Graham n'était plus seulement l'homme qu'il considérait autrefois comme un frère. Il était la seule chose qui se dressait entre lui et la liberté de la femme. Il aimait. Le portail en fer forgé du domaine Grande s'ouvrit au loin, comme si Graham avait su qu'Elliot viendrait. Le ciel était d'un gris terne, une brume flottant au-dessus de la colline. Elliot Bentley rampa dans l'allée pavée en direction du manoir, l'endroit où il avait grandi, où il s'était marié et où il avait vu Lena pleurer pour la dernière fois une nuit d'été il y a 10 ans. Lorsqu'il sortit de la voiture, personne n'était là pour l'accueillir. Pas de majordome. Pas de personnel. Juste la porte d'entrée, entr'ouverte, et les douces notes d'une symphonie qui s'en échappait. Elliot entra dans le hall. Le haut plafond était toujours là. Le lustre en cristal, les murs de pierre froid, mais tout lui semblait désormais inconnu, presque obsédant. Au milieu du salon, Graham se tenait en train de se servir un verre. Costume gris clair, cravate fine, chaussures en cuir ciré. Il leva les yeux, comme pour accueillir un vieil ami. « Petit frère, je pensais que tu viendrais. » Elliot ne répondit pas. Il posa le dossier sur la table en verre devant Graham et s'assit en face de lui. « Lisez-le, si vous avez encore un peu honte. » Graham leva son verre, prit une gorgée et ne jeta même pas un coup d'œil au dossier. « Tu as toujours été dramatique. Tu as toujours cru que les gens avaient une conscience qui ne demandait qu'à être éveillée. » Elliot serra les poings. Des signatures falsifiées. Des dossiers médicaux falsifiés. Des documents de tutelle signés sans ma présence. Tout est là. Graham haussa les épaules. Et alors? Alors tu vas au tribunal? Il s'assit et posa son verre de vin sur la table. Ses yeux pétillaient, comme s'il savourait une pièce de théâtre divertissante. Elliot, laisse-moi te dire quelque chose. Lena est un boulet. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle n'a pas sa place. Elle n'a rien à faire avec la famille Grant. Elle n'a rien à faire avec toi. Et surtout, elle ne connaît pas sa place. Elliot se pencha en avant, sa voix tranchante comme une lame. Elle m'aimait. Elle pensait que tu étais un cousin digne de confiance. Graham inclina légèrement la tête. Et elle a trahi cette confiance en menaçant de me poursuivre en justice. Savez-vous qu'elle a failli porter plainte contre moi pour intimidation émotionnelle? Elle est trop fragile pour comprendre comment fonctionne ce monde. Elliot se leva d'un bond. Elle était terrifiée à l'idée d'être réduite au silence, d'être surveillée, d'être enfermée. À cause de toi, Graham. À cause de toi. Graham laissa échapper un petit rire discret. Tu crois que la famille l'ignore? Elle le sait. Et elle est d'accord. Parce que tu es l'héritier. Si tu tombes, tout s'écroule. Je préserve le nom de la famille Grant. J'ai fait ce qu'il fallait. Elliot fit les 100 pas, puis s'arrêta près de la fenêtre. Il prit une grande inspiration, puis se retourna, les yeux rouges. Lena est un être humain. Pas un atout à sacrifier pour une prétendue réputation. Mais tu l'as sacrifié, sans même t'en rendre compte. Graham a répondu comme s'il délivrait la dernière ligne d'une histoire. Parce que tu étais trop occupé avec des réunions, des voyages d'affaires, des discours. Tu es parti. J'ai juste nettoyé ce que tu as abandonné. Elliot leva la main, se jetant presque sur lui. Mais il s'arrêta, à quelques centimètres du cou. Graham ne broncha pas. Il le regarda simplement, les lèvres s'étirant en un léger sourire. Elliot recula et ramassa le dossier. Sa voix était basse et ferme. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, ce sera au tribunal. Il se retourna et s'éloigna. Plus un mot. Graham ne l'appela pas.
Il leva simplement son verre de vin et le vida d'un trait. La porte claqua derrière Elliot. Il franchit le portail d'un pas ferme et se dirigea vers la voiture. Il n'y avait plus de vent maintenant, seulement de la pluie, qui commençait doucement, comme si chaque goutte testait le sol. Les premières perles frappèrent le pare-brise, s'étirant en traînées pâles et floues, comme si elles étalaient tout ce qu'il venait d'entendre derrière un voile gris et froid. Il ouvrit la portière et se glissa sur le siège. La lumière intérieure s'alluma, projetant une lueur pâle sur le dossier qu'il serrait toujours fermement aux des pages pleines de mensonges imprimés, de signatures glaciales et d'une confession prononcée sans l'ombre d'un remords. Dehors, la pluie redoublait. Mais à l'intérieur, il n'y avait plus de place pour la peur. L'ancienne flamme, autrefois amour, autrefois regret, autrefois douleur silencieuse, brûlait désormais différemment. Froide, profonde et constante. Cela ne l'a pas consumé. Il a éclairé le chemin devant nous. Une force née de la seule chose qui lui restait, la vérité. Et il jura, cette fois, qu'il ne laisserait pas cela être enterré par le silence. Même si cela signifiait se dresser contre son propre sang. Lena ouvrit la porte avant qu'Elliot n'ait eu le temps de frapper. Elle se tenait là, une tasse de thé chaud à la main. Son visage était nu, sans maquillage, et ses yeux semblaient n'avoir pas dormi de la nuit. Elle ne lui demanda pas pourquoi il était venu. Elle n'était pas surprise. « Je savais que tu reviendrais, » dit-elle d'un ton égal, ni triste ni heureux. Elliot s'approcha du seuil mais n'entra pas. « Je ne suis pas ici pour m'excuser, » a-t-il dit, « et je ne vous demande pas de me pardonner. » Lena hocha la tête, ses mains toujours fermement enroulées autour de la tasse. « Alors pourquoi es-tu ici ?» Elliot prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à ce moment depuis longtemps. « Je suis ici pour vous demander de vous exprimer. » L'espace entre semblait diminuer d'un pouce, comme si l'air lui-même s'était déplacé. Lena recula d'un pas et s'appuya contre l'encadrement de la porte. Son visage resta immobile, mais ses mains tremblaient légèrement. « Tu as gardé le silence pendant 10 ans. Mais si tu ne dis rien, Graham continuera. La prochaine fois, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Et tout le monde n'a pas la chance de s'échapper comme toi. » Lena détourna le visage, comme si elle essayait de se soustraire à son regard. « Je ne sais pas si j'y arriverai. Je n'ai pas peur de Graham. J'ai peur des choses dont je me souviendrai. » Une voix vint de l'intérieur de la maison, basse et constante. « Si tu ne peux pas le faire, je le ferai. » Lucas sortit de l'ombre du couloir et se tint à côté de sa mère. Il n'était pas grand. Il ne parlait pas comme quelqu'un qui cherchait à faire une scène. Mais sa voix avait suffisamment de poids pour faire taire la pièce. « Tu m'as dit un jour que rester silencieux face au mal est une façon de l'aider à avancer. » Lucas la regarda droit dans les yeux. Il ne pleurait pas. Il ne tremblait pas. « Alors aujourd'hui, tu vas me montrer ce que cela signifie vraiment. » Lena regarda son fils plus longtemps qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Tous les rêves qu'elle avait eus de le voir grandir en sécurité, libre de toute haine, s'étaient réalisés. Mais maintenant, cette même réalité lui demandait de ne pas reculer. Elle posa la tasse de thé sur la petite table près de la fenêtre, se retourna et ouvrit grand la porte pour faire signe à Elliot d'entrer. « Alors, par où commençons-nous » Le bureau d'Avery Shaw était petit, mais lumineux. Le soleil de fin d'après-midi traversait la grande fenêtre vitrée, projetant de la lumière sur un bureau encombré de documents. « Nous aurons besoin d'une déclaration du témoin et d'une chaîne complète de dossiers internes, » a déclaré Avery, alors qu'elle s'asseyait sur la chaise en face d'Elliot. « Si Lena accepte de se manifester, je peux déposer plainte dans un délai d'1 semaine. » Elliot hocha la tête. « J'ai contacté Carol Mendes, l'infirmière qui a aidé Lena à s'échapper. Elle conserve encore des preuves matérielles. » Et le juge Meyer ? Il est partant. Il m'a envoyé une lettre de soutien volontaire ce matin. Avery haussa les sourcils, légèrement surprise. Nous pouvons donc nous appuyer sur 2 piliers. Elliot se leva, sortit son téléphone et composa le numéro de la banque. Je transfère tous mes biens personnels dans une fiducie, distincte de la famille. S'ils tentent de se venger, au moins ils ne pourront rien me voler. Avery n'a pas posé d'autres questions. Elle savait qu'il était prêt. Quelques jours plus tard, Lena arriva au bureau d'Avery avec Lucas. Elle portait un long manteau beige, sans maquillage, et tenait dans ses bras un fin dossier contenant les croquis qu'elle avait dessinés pendant ses années de cavale. Elle s'assit, les yeux fixés sur Avery. « Veuillez lire chaque ligne de la déclaration. »
Je veux la comprendre pleinement avant de signer. Sa voix était claire, pas forte, mais solide comme la pierre. Lucas était assis à côté d'elle, la main toujours attachée à celle de sa mère. Avery lisait chaque chapitre lentement. Elliot se tenait dans un coin de la pièce, silencieux. Quand Avery arriva à la dernière page, Lena prit le stylo. Elle ne leva pas les yeux. Elle n'hésita pas. Elle a signé. Avery ferma le dossier. La pièce resta silencieuse quelques secondes. Lucas serra la main de sa mère. Elle lui sourit doucement, comme les premiers rayons du soleil du printemps, puis se tourna vers Elliot. Je ne signe pas pour retourner dans le passé. Je signe pour que ce qui m'est arrivé ne se reproduise plus jamais. Ce soir-là, Elliot se tenait près de la fenêtre de son petit appartement de location à Midtown. Les lumières de la ville se déversaient comme une rivière d'or, mais pour la première fois, il ne se sentait pas seul. Il pensa à Carol, la femme qui avait gardé le silence pendant 10 ans juste pour protéger sa mère. Du juge Mayer, qui avait autrefois signé la mauvaise chose mais qui a maintenant choisi de se manifester. De Lucas, le garçon qui n'a pas blâmé son père mais a choisi de protéger sa mère. Et de Lena, une femme qui était sortie de l'ombre de son propre passé. Ils n'étaient pas riches. Ils n'avaient aucun pouvoir. Mais ils avaient accompli quelque chose que peu de gens osaient faire. Ils ont levé la main pour la vérité. Elliot ferma les yeux, écoutant le bruit lointain de la circulation qui montait d'en bas. Il savait que la bataille n'avait même pas commencé. Mais cette fois, il ne s'y lancerait pas seul. Tribunal d'État du Montana. Une fin de matinée d'automne. Un vent froid balayait les marches de pierre menant au palais de justice du comté. Dehors, les médias étaient rassemblés depuis le petit matin, caméras, téléobjectifs et questions suffisamment incisives pour perturber quiconque osait franchir les portes en bois sombre. La porte s'ouvrit brusquement. Graham Grant en sortit, vêtu d'un trench-coat anthracite, suivi de près par 3 avocats portant des mallettes en cuir et affichant une expression glaciale. Il adressa un léger sourire aux caméras, un sourire qui appartenait à quelqu'un habitué depuis longtemps à se tenir du bon côté du monde. De l'autre côté du hall, Lena entra avec Avery. Pas de garde du corps. Pas d'entourage médiatique. Juste Lucas qui lui tenait la main et Elliot un pas derrière. Elle portait une robe bleu pâle, un épais manteau masquant le léger tremblement de ses épaules. Mais son regard, ni baissé ni fuyant, restait fixe. Un journaliste a avancé un microphone. Mademoiselle Lena, après 10 ans de silence, croyez-vous que vous allez gagner? Lena s'arrêta et le regarda directement. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de ce qui aurait dû être révélé il y a longtemps. Ce matin-là, la salle d'audience était bondée. Non seulement des reporters et des journalistes, mais aussi des étudiants en droit, des organisations de défense des droits des femmes, et même quelques membres du conseil d'administration du grand groupe, discrètement assis. Sur le banc des accusés, Graham Grant était assis comme s'il présidait une réunion du conseil d'administration, et non un procès. Impeccablement vêtu d'un costume sombre et d'une cravate, une jambe soigneusement croisée sur l'autre, il scrutait la salle d'audience comme s'il étudiait quelle pièce d'échec allait bouger en premier. Derrière lui étaient assis ses 3 avocats, tous expérimentés, élégamment vêtus, le regard aiguisé. Ils chuchotaient entre eux, se passant d'épais dossiers, leurs écrans d'ordinateur illuminant faiblement la salle d'audience. À l'opposé, Lena était assise à la table des plaignants. Son visage était calme, même si sa main serrait fermement celle de son fils. Lucas était assis près d'elle, la tête baissée, mais chaque fois qu'il sentait sa main trembler légèrement, il la serrait un peu plus fort. Elliot était assis derrière eux, silencieux, mais ses yeux ne quittaient pas la barre des témoins. Avery fut la première à se lever. Sa voix était ferme, égale sans élever la voix mais chaque mot résonnait comme un clou planté dans le vide. Mesdames et messieurs du jury, nous allons aujourd'hui prouver que l'honneur d'une famille puissante a servi d'écran de fumée pour dissimuler des actes de coercition légale, de manipulation d'identité et la séquestration illégale d'une femme simplement parce qu'elle ne correspondait pas à leurs attentes. Elle a présenté une pile de documents, une copie du contrat de tutelle de Lena sans la signature valide d'Elliot, un dossier médical signé à la hâte par un médecin sans formation en psychologie et, plus particulièrement, une demande de divorce déposée sans la présence vérifiée du plaignant. Lorsqu'Avery a terminé sa déclaration d'ouverture, l'avocat principal de Graham, M. Roland Dempsey, s'est levé de son siège. Votre honneur, nous contestons d'emblée cette rhétorique émotionnelle.
mon client est un homme d'affaires soucieux de protéger la réputation de son entreprise, et chaque procédure en question a été exécutée légalement en vertu d'une procuration valide accordée par son frère, Elliot Grant. Avery a répliqué rapidement. Oui, il y avait une procuration, mais elle n'incluait pas le pouvoir de placer l'épouse de mon client sous tutelle psychologique sans la présence du mari et sans diagnostic médical indépendant. La deuxième avocate, Helen Cross, s'est levée et a commencé à jouer des extraits choisis de rapports médicaux antérieurs, reconstituant ainsi un portrait de la prétendue instabilité mentale de Lena. Elle a montré des signes de dépression postpartum, est restée 4 nuits sans dormir et a même écrit une lettre de suicide, a-t-elle affirmé, que la famille a documenté par souci de son bien-être. Lena se figea. Elle n'avait jamais écrit de lettre de suicide. Lucas jeta un coup d'œil à sa mère, le visage crispé. Avery s'avança vers l'estrade. Et voyez-vous cette lettre aujourd'hui? Non, car elle n'existe pas. Nous n'avons qu'une photocopie floue d'une note manuscrite, totalement non vérifiée. Et surtout, aucune disposition de la loi de cet État n'autorise un homme, simplement parce qu'il est un parent, à placer une femme dans une institution pour de vagues préoccupations concernant l'image de sa famille. Le troisième avocat, M. Nathan Cole, a porté le coup final. Si Lena a vraiment été contrainte, pourquoi n'a-t-elle rien dit pendant 10 ans? Pourquoi n'a-t-elle pas porté plainte dès sa sortie de l'établissement? La salle d'audience retenait son souffle. Lena Rose. Parce qu'à l'époque, j'avais un enfant de 3 ans qui avait besoin de protection. J'étais surveillé. Je vivais sous un faux nom et on me menaçait, si je parlais, on me l'enlèverait. Et je suis restée silencieuse. Jusqu'à aujourd'hui. Avery appela immédiatement le témoin, Madame Carol Mendez, l'infirmière qui avait aidé Lena à s'évader de l'établissement. Carol apporta une pile de vieux dossiers jaunis. Parmi eux, un croquis de Lucas et un morceau de tissu taché de sang datant de la tentative de Lena de simuler une blessure au poignet pour être transférée hors du service d'isolement. Puis vint le juge Douglas Meyer. Son visage était sévère et résolu. J'ai signé les papiers sous la pression d'Henry Grant, le père de Graham. Et je le regrette chaque jour depuis. À ce moment-là, Avery a diffusé un enregistrement. Graham, s'exprimant lors d'une réunion interne des actionnaires. Si nous ne nous débarrassons pas de Lena bientôt, Elliot en fera une copropriétaire et nous perdrons le contrôle de la société. Un murmure s'éleva dans la salle d'audience. Le juge frappa du marteau. Graham resta immobile, le coin de sa bouche esquissant un léger sourire. Tout pour l'honneur, dit-il. Et je le referais si je le devais. Avery se leva, fixant le jury du regard. Si l'honneur repose sur la contrainte, sur le sang d'autrui, alors ce n'est plus de l'honneur. C'est un crime. 3 heures plus tard, vêtu d'un costume sur mesure, le verdict a été lu. Mademoiselle Lena Grant est officiellement disculpée. Toutes les évaluations psychologiques antérieures sont par la présente annulées. Monsieur Graham Grant sera poursuivi pénalement pour falsification de dossiers judiciaires, subornation de témoins et violation des droits de l'homme. Graham resta silencieux. Son sourire avait disparu. Lena descendit de la tribune, passant devant les escaliers et les caméras. Les journalistes affluèrent. L'un d'eux demanda. « Avez-vous quelque chose à dire ?» Lena se tenait droite. Une brise caressait ses cheveux, les balayant doucement. Pour la première fois depuis 10 ans, sa voix résonnait d'une voix ferme. « Je ne demande pas justice pour moi-même. Je la demande pour les femmes qui me succéderont. » Elle se retourna, tenant toujours la main de son fils. Derrière elle, Elliot souriait doucement. Un nouveau chapitre avait commencé, non pas pour les puissants, mais pour ceux qui avaient été autrefois contraints au silence. La lumière de la fin de l'automne filtrait à travers la grande baille vitrée d'un petit café, niché dans un coin tranquille du nord d'Helena. Une lumière dorée et tachetée dansait sur le parquet sombre, se glissant entre les feuilles d'érable sèches collées au cadre de la fenêtre. Un doux adieu à la saison qui passe. Elliot était assis à la table près de la fenêtre, son manteau soigneusement drapé sur la chaise, les mains tenant une tasse de café qu'il n'avait pas touchée. En face de lui étaient assis Lena et Lucas. Personne n'était pressé. Personne ne se pressait pour parler. Lena remuait lentement son thé, les yeux rivés sur la douce volute de vapeur. Lucas souriait en leur expliquant qu'il venait d'obtenir une bourse d'une académie des beaux-arts. La pièce qu'il avait interprétée lors du vernissage, Rachat, était devenue virale, atteignant des publics au-delà des frontières des États. Elliot écoutait sans interrompre. Il souriait simplement. Cette nuit-là,
dit Lena d'une voix ferme mais lente, je pensais que je ne serais jamais capable de tracer une autre ligne. Elle leva les yeux vers lui. Mais ensuite Lucas a posé sa guitare sur mes genoux et a dit, continue de dessiner si maman respire encore. Elliot émit un léger rire. Un rappel parfait. Elle hocha la tête. Et j'ai dessiné. Un tableau que je n'aurais jamais imaginé pouvoir terminer au pas en 10 ans. La première exposition de Lena depuis une décennie s'intitulait À voir. Dans la pièce principale, suspendue au centre, se trouvait sa plus grande œuvre, un phénix en feu, s'élevant vers le haut depuis une cage rouillée. En dessous, écrit à la main en petites lettres soignées. Ne jugez pas les personnes silencieuses. Elles pourraient allumer des flammes intérieures. Lucas a joué la chanson qu'il avait écrite pour sa mère lors du vernissage. Sans longue introduction, il s'est simplement assis, a branché sa guitare et a commencé à jouer les premiers accords. Rachat. La pièce resta silencieuse pendant plus de 4 minutes. Quand cela s'est terminé, personne n'a applaudi. Non pas parce qu'il n'était pas ému, mais parce que personne ne voulait briser le moment. Ce jour-là, Lena se tenait silencieusement à côté du tableau. Elle portait une robe en coton simple, sans bijoux. Elliot est arrivé plus tard et a gardé ses distances. Il n'a pas cherché à s'immiscer. Maintenant, au café, elle le regardait, non plus avec les yeux méfiants qu'elle avait au début. Je ne sais pas si je peux pardonner, dit Lena. Mais je sais que je ne te déteste plus. Elliot hocha la tête. Sa voix était douce, sans attente. Je ne te demande pas de revenir. Je ne te demande pas de réécrire quoi que ce soit dans ta mémoire. Je voulais juste te dire que je suis toujours là. Si jamais tu as besoin de moi. Lena le regarda un long moment. Puis, doucement, elle sourit. Je sais. Merci, d'être en retard, mais alors quand même. Lucas eut un léger sourire, se leva et tira la chaise pour sa mère. Il était presque aussi grand qu'Elliot maintenant, avec des épaules carrées et un regard calme au-delà de son âge. Pendant un bref instant, Lena hésita. Puis, elle tendit la main et prit celle de son fils. Elliot se leva également, sans rien dire. Mais pour la première fois, il tendit la main en premier. Lucas lui prit la main, pas trop fort, pas trop vite, mais avec sincérité. Ils sortirent tous les trois du café ensemble, la lumière du soleil tombant doucement sur leurs épaules, s'étendant longuement et dorément à travers la rue calme. Personne n'a parlé de l'avenir. Personne n'a évoqué le procès. Personne n'utilisait de vieux titres ou de noms usés. Juste 3 personnes marchant côte à côte sur une nouvelle route, imparfaite mais réelle. Il y a des blessures que personne ne peut voir. Et il y a des batailles silencieuses qui durent toute une vie. Mais parfois, il suffit d'une seule personne, une seule, pour se lever. Et l'espoir, autrefois considéré comme perdu, recommence à vaciller. L'histoire de Lena, Elliot et Lucas n'est pas un conte de fées. Il n'y a pas de magie là-dedans, seulement de la vérité. Parfois, cette vérité est dure. Mais il faut le dire. Et quand la vérité est dite, cela devient une force. Que pensez-vous de la décision de Lena? Si vous étiez à sa place, auriez-vous eu le courage de parler? Et Lucas, un garçon qui a choisi le silence, mais qui se tenait aux côtés de sa mère. Est-ce qu'il vous rappelle quelqu'un dans votre vie? J'aimerais vraiment entendre vos pensées. N'hésitez pas à laisser un commentaire, pas seulement pour que je le lise, mais pour que les autres puissent voir qu'ils ne sont pas seuls. Merci d'avoir passé du temps avec cette histoire. Si cela vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu de lumière. Et si aujourd'hui vous a semblé sec ou épuisant, n'oubliez pas de mettre un masque hydratant avant de vous coucher. Pas seulement pour apaiser votre peau après une longue journée, mais c'est une petite façon de vous montrer un peu d'amour. Il reste encore tant d'histoires à raconter. Et je serai juste là. J'attends avec toi.